Je vous remercie d'être venu ce soir. Merci beaucoup. C'est une salle chaleureuse. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Vous êtes entouré de vin. Donc on boira tout à l'heure, hein, dans une heure. On attend un petit peu que la salle se chauffe. D'ailleurs, la température est à 19 degrés. Hein. J'ai respecté ça. On m'a apporté des chauffages. J'ai dit non, dehors. On va respecter ça. Vous êtes invité aujourd'hui au Cocktail à Impact pour vous présenter le nouveau modèle de Bedicassa, qui est une entreprise qui propose à l'origine de l'hébergement chez l'habitant. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? D'abord, je vais vous remettre un petit peu dans le contexte. Donc, il va y avoir un petit peu de chiffres et puis de savoir comment on en est arrivé là dans notre monde. Et puis, pourquoi on a pris la décision de switcher et de transformer en profondeur notre modèle. Pourquoi on doit changer absolument nos modèles, nous, citoyens, entreprises, pourquoi ils sont obsolètes, en fait, nos modèles passés. Qu'est-ce qu'un modèle hybride? Donc, on va reprendre le cas de Bedicassa. Et ensuite, on fera un petit break, je ferai intervenir mes participants et on mangera, on boira et ça sera la session de questions-réponses. C'est parti. Alors, donc moi je suis Magali Boisseau, je suis la fondatrice de Bedicassa, qui est connue comme étant le Airbnb avant l'heure, créé en 2007, un an avant Airbnb. Voici les grandes étapes de Bedicassa résumées en une slide. Donc vous avez la naissance en 2007, le succès et la chute en 2014 où on faisait 4,5 millions de volume de réservations. Et en fait, pourquoi ça s'est arrêté en 2019? Parce que moi, je suis partie en 2018 parce qu'on a eu un fonds d'investissement qui a voulu prendre le pouvoir de la société. Et donc, du coup, moi, ça ne m'a pas plu. Je suis partie. Et la société a été liquidée alors qu'elle était rentable avant, et donc le site a fermé pendant 3 ans. Et en fait, pendant ces 3 années-là, la communauté, puisque moi j'étais très liée à ma communauté, puisque j'avais dormi quand même dans une centaine de pays chez l'habitant, dans les chambres d'hôtes, bed and breakfast, Ryoku au Japon, des casas rurales, voilà. C'était l'histoire en fait de Bedicassa. J'ai décidé de me former en programmation web, et d'où le no-code. En fait, on se dit que quand on passe des épreuves comme ça dans la vie, il y a des choses qui nous arrivent. Et là, c'est la révolution du no-code qui est arrivée chez moi. Et j'ai appris du coup à programmer toute seule. Et je voulais absolument refaire mon site sans avoir à lever des fonds et à être bloquée par des fonds d'investissement. Donc j'ai recréé Bedicassa au départ seule. Et ensuite, maintenant, on est associé. Thierry Martin qui est là, qui est ingénieur informatique et qui m'aide pour la renaissance. Donc l'année dernière, en fait, en 2022, c'était une année de test. On a fait une opération de crowdfunding, donc contre des contreparties. Et moi, j'étais coach en fait pour des startups, donc j'avais une autre activité. Et en fait, en tout début d'année, on a fait ce qu'on appelle un crowd equity. Donc en fait, là, c'est du financement contre des parts de l'entreprise, mais pas auprès de fonds d'investissement, mais auprès de la communauté de Bedicassa, tout simplement. Donc il y a 60 personnes qui ont donné entre 20 € jusqu'à 25 000 €. Et il y en a 1000 qui se sont inscrites. Et là, j'ai dit « Stop, je ne peux plus !» Donc on s'arrête et on repense le modèle. Voilà, et donc du coup, c'est là qu'est rené Bedicassa. Donc voilà, Thierry ici présent, qui est du coup le CTO du site et qui est spécialiste donc, dans les technologies, dans l'algorithmie, et qui est aussi fortement impliqué dans The Shift Project et dans le no-code, la formation no-code. Alors, pour nous, en fait, ce reboot est une occasion de créer ce nouveau modèle à impact social et environnemental. Donc, pendant 3 ans, j'ai été inspirée, je ne sais pas si vous connaissez ces podcasteurs, ces livres, par des podcasts, des journalistes scientifiques donc, que je vous recommande. L'entreprise contributive a été écrite par Fabrice Bonifay, qui est le directeur du développement durable du groupe Bouygues. Je vois des hochements de tête.
Time for the Planet, c'est une entreprise non lucrative, je pense que vous connaissez maintenant tous, qui lève de l'argent. Donc son objectif, c'est 1 milliard pour pouvoir justement lutter contre le réchauffement climatique. Et donc c'est un grand projet démocratique. Et j'ai travaillé avec les fondateurs sur la suite de Bedicassa, notamment un capital ouvert au grand public, sans être société cotée. Donc ça sera pour la suite. Donc on va essayer de comprendre pourquoi et comment on en est arrivé là. Alors déjà, le premier fait, c'est la population qui croît de façon exponentielle. Alors pour un petit retour en arrière, depuis 1800, l'ère industrielle, en fait, elle n'a cessé de croître à tel point que on a mis 200 000 ans pour atteindre 1 milliard et en 200 ans, on a atteint 8 milliards. Donc on a 200 000 personnes par jour en plus. Donc forcément, ça chamboule les écosystèmes. Je vous ai donné un petit peu un aperçu des graphiques de l'ONU. Donc ça, c'était le monde en 1960. Je ne sais pas s'il y en a qui sont nés ou qui ont grandi dans ces années-là. On était 3 milliards. Je ne sais pas si vous vous rappelez la chanson de Pierre Bachelet qui disait quand j'aurai 20 ans en 2001, c'est 3 milliards de fourmis qui courent après nous. Vous vous rappelez? Donc ça, c'était en 1960. Et 40 ans plus tard, boum, on est à 6 milliards. Et 6 milliards. Si, 6 milliards, 6 milliards, 6 milliards. Je compte bien 6 milliards. Et là, 8 milliards. Donc on est en 2023 et donc on va a priori dépasser les 10 milliards en 2060. Donc cette population, où est-ce qu'elle se concentre? Majoritairement dans les grandes villes. Et aujourd'hui, c'est 60% de la population qui est urbaine, donc ça représente plus de 4 milliards de personnes dans les grandes villes. Et l'ONU prévoit qu'on sera 70%, donc grandes villes et donc périphérie, puisque du coup, ça se développe de plus en plus. Alors, pour une petite rétrospective, en 1800, à l'ère industrielle, il y avait 6 villes de plus de 200 000 habitants, et aujourd'hui, il y a 600 villes, donc 100 fois plus, et c'est pas 200 000, c'est 1 million d'habitants. Voilà, donc forcément, ça perturbe les ressources qui sont finies. Alors, je vous conseille un livre de Guillaume Faburel qui s'appelle « Les bombes climatiques » et qui est très instructif au niveau justement de la population et des mouvements migratoires. Alors, les conséquences directes, c'est que 85% de la population locale ne peut plus se loger au prix du marché. Vous avez à chaque fois les sources qui sont en bas, là, donc c'est INSEE 2021. Et que du coup, ça induit une injustice sociale, des effets sur l'environnement, des tensions entre les voisins. Et puis évidemment, nous, comme on est acteurs de l'hébergement chez l'habitant, je me dois de le mettre, il y a un phénomène qui est accentué par les locations de courte durée, puisque le propriétaire gagne 5 fois plus qu'une location classique. Donc du coup, il y a de plus en plus de locations de courte durée. Les conséquences à long terme, c'est que la masse anthropique, donc Emmanuel le sait très bien, nous informera très bien là-dessus, c'est la construction de l'homme, donc tout ce qui est bitume, donc autoroutes, routes, bâtiments, a aujourd'hui dépassé la biomasse, donc c'est les ressources naturelles, à tel point qu'on a plus de bâtiments et de routes que d'arbres sur Terre. On a plus de plastique dans l'océan que d'animaux sur Terre. Et puis on a plus de Sophie la girafe en plastique que de réelles girafes. Moi, je l'ai eu, la Sophie la girafe. On me l'a offert. Mais voilà, je ne l'ai pas acheté, mais on me l'a offert et c'est quelque chose d'usuel. Et puis aujourd'hui, heureusement, les médias, les grands médias, s'intéressent de plus en plus à ce sujet-là, cet environnement, à tel point que la une de Libé était « Les insectes, s'ils disparaissent, nous disparaissons ». Donc on voit bien que tout le monde en prend conscience. Alors, ce phénomène-là, il ne date pas d'aujourd'hui. On le savait depuis plus de 50 ans. Je ne sais pas si vous connaissez le rapport Meadows, mais moi, quand j'ai entendu ça sur le podcast Dernière limite de Audrey Boelly, ça m'a époustouflée. Parce qu'en fait, ce rapport Meadows, il a été écrit par Donella Meadows et son mari, Danis, en 1972. Et il révélait justement ce qu'on est en train de vivre, et c'était l'équivalent en fait du GIEC de maintenant. Et donc, qu'est-ce que disait ce rapport? Il disait que il évaluait les conséquences d'une croissance
infini dans un monde fini, avec des ressources finies. Et donc, les conséquences, c'est catastrophique pour le climat, l'air que l'on respire, l'eau que l'on boit, notre biodiversité, notre alimentation. Je vais vous donner une petite anecdote. J'ai acheté des petits boîtiers pour pouvoir mesurer l'air de mon appartement qui donne sur un jardin. Et c'est un truc hallucinant, parce qu'en fait, je sentais quelque chose de nocif dans l'air. Dans la chambre de mon petit garçon de 4 ans et demi, je n'arrivais pas à détecter ce que c'était. Et en fait, on a fait plusieurs tests, et le boîtier mesure les particules fines, le taux de particules fines. Et en fait, quand on ouvre la fenêtre le dimanche en plein air, eh bien, le taux de particules fines s'effondre. Et là, on l'a fait le lundi matin et le mardi matin, et il augmente de façon vertigineuse alors qu'on ouvre la fenêtre sur le jardin collectif. Mais c'est parce qu'en fait, juste à proximité immédiate, il y a tout le trafic, l'heure de pointe, les camions, les voitures, etc. Donc même les arbres là n'arrivent pas à bloquer les particules fines. Alors après, quelques heures plus tard, hop, il a redescendu. Mais c'est pour vous donner un petit peu un ordre d'idée de ce que l'on respire comme air. Donc voilà, ça c'est les conséquences du rapport Meadows. Alors, il a été mis à jour ce rapport en 2008 et en 2020. Et en fait, les économistes, depuis 1972, les économistes qu'on appelle néoclassiques l'ont mis de côté. Pourquoi? Parce que ce rapport n'était pas lié à l'économie. Ce rapport est purement scientifique. Et donc, les scientifiques, ils ont juste oublié, mis de côté, isolé l'économie. Et donc, c'est pour ça qu'il n'a pas été prise en compte par les économistes néoclassiques, qui, eux, pensent que de toute façon, tout est solutionnable et que même si la forêt amazonienne devait disparaître demain, on trouverait des solutions, des substituts dans le business ou les technologies. Mais bon, on ne boit pas, on ne mange pas des euros et encore moins des crypto-monnaies. Donc, alors on peut se poser la question, pourquoi on n'est pas au courant de ce rapport et pourquoi l'eau de notre robinet coule toujours à flot alors que nos ressources sont finies? Qu'est-ce que fait le gouvernement? Donc pourquoi, en fait, on doit changer nos modèles? Alors premièrement, on l'a vu, nos ressources arrivent à épuisement. Ça, vous savez ce que c'est? C'est un sac en plastique qui a été retrouvé à 12 km de profondeur dans ce qu'on appelle la fosse des Mariannes, qui est la croûte terrestre, qui est l'endroit le plus profond de la Terre. Donc c'est Victor Vescovo qui l'a retrouvé en 2019. Et donc on comprend bien, avec des emballages de bonbons aussi, donc là on comprend bien qu'on a été vraiment très loin dans l'exploration de nos ressources. Alors la deuxième cause pour laquelle on doit absolument changer nos modèles, c'est qu'il y a une inertie politique. Une inertie politique qui est due à la structure même des mandats en fait, de nos politiques, qui durent 4 à 5 ans, et que s'ils mettent en place des plans d'action sociaux ou environnementaux, les effets auront lieu d'ici 10 ans. Donc ils n'ont aucun intérêt à le faire. Donc du coup, ce n'est pas leur priorité, peu importe le bord politique. Et puis la troisième raison, c'est que, on sait, on a une puissance des lobbies du coup, qui arrivent dans le gouvernement et qui font pression sur les gouvernements pour empêcher, bloquer ces lois environnementales qui les gênent, qui les dérangent. À tel point que, je ne sais pas si vous vous rappelez, Nicolas Hulot a démissionné justement lors d'une réunion où il y avait un lobbyiste pro-chasse à une réunion écologique, et là c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Alors peut-être qu'on peut se dire que comme il ne faut rien attendre de nos politiques et de certaines de nos grandes entreprises, peut-être que la solution elle doit venir d'ailleurs, peut-être de nous, des citoyens ou des entreprises plutôt indépendants, plus éthiques, pour pouvoir inverser la tendance. En fait, nous, on est à la fois l'offre et la demande. Si demain, il n'y a plus de McDo, on ne mange plus de McDo. Pendant le confinement, vous avez vu que la nature avait repris quand même ses droits pendant 1 mois, parce qu'on avait arrêté tout le trafic. Les livraisons à domicile, par exemple, on peut se demander si on en a vraiment besoin. On a besoin de manger, évidemment, mais est-ce qu'on a besoin de toutes ces livraisons à domicile? On ne sait pas. Alors, il y a des entreprises aujourd'hui, nous on fait partie chez Bédicassa du mouvement Impact France. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un mouvement qui vraiment se développe énormément, peut-être que tu le connais Robin, tu en fais partie?
Voilà, on est 15 000 aujourd'hui. Et là, cette semaine, il y a justement une formation sur la biodiversité gratuite de ce mouvement Impact France. Et donc, Yuka, je ne sais pas si vous connaissez cette entreprise, qui a quand même plus de 20 millions d'utilisateurs. Cette application, donc je suis Julie Chapon, qui est cofondatrice de Yuka. C'est une application qui évalue en fait vos aliments quand vous allez les scanner au supermarché et qui vous dit si c'est cancérigène ou pas. Alors, c'est beaucoup plus que ça, mais en gros, c'est est-ce que vous allez vous empoisonner avec cette nourriture ou pas. Et en fait, je vous ai mis cette photo-là parce que Yuka vient de gagner un procès contre un industriel de la charcuterie qui faisait du coup justement du lobbying au gouvernement pour ne pas faire passer les lois, etc. Et en fait, ils les ont assignés en justice parce que Yuka alertait sur les dangers cancérogènes du jambon. Parce que vous savez que dans le bon jambon, il y a du nitrite, et le nitrite, ça colore le jambon pour qu'il soit rose, pour que vous puissiez en consommer davantage. Mais en fait, c'est très mauvais pour vous, puisque ça vous donne le cancer in fine. Et donc, du coup, ils ont gagné leur procès. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis là, parce que c'est des entreprises comme ça qu'il faut aussi avancer les choses. Ils ne sont pas financés par des fonds d'investissement. Ils font 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Bon, ils existent depuis quelques années déjà, mais ils sont une vingtaine ou trentaine de salariés, c'est tout. Ils peuvent le faire parce qu'ils sont libres. Deuxième cas qui est intéressant, je vous parlais tout à l'heure du rapport Meadows, et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous ai dit c'est un rapport qui est purement scientifique. Et donc pourquoi ça a été mis sous le tapis par les économistes néoclassiques? Parce que justement, ce n'était pas relié à l'économie. Là, c'est un cas qui est paru la semaine dernière, donc du Texas, qui est quand même une terre très pétrolière, où les Texans, on les connaît pour être climato-sceptiques. Eh bien, eux, ils ont constaté que le pétrole s'épuisait et donc du coup qu'il fallait trouver des énergies renouvelables. Et puis ce qu'a fait le groupe Engie, français quand même, c'est que avec le gouvernement du Texas, ils ont proposé des bonus et des subventions aux Texans et aux entreprises. Et bah du coup, ils y sont allés franco, les Américains, et donc ils ont développé un énorme parc éolien de plus de 50% du territoire français quand même, et 650 000 panneaux solaires. Donc en fait, avec cet exemple-là, on se rend bien compte que l'économie et l'écologie, eh bien, faut peut-être un petit peu les lier pour que ça soit efficace derrière. Alors, le PIB, oula, qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi? Parce que, en fait, tout est lié au PIB. C'est-à-dire que le PIB a été inventé par un économiste biélorusse dans les années 30, qui s'appelle Simon Kuznets, et en fait, qui a donné naissance à notre comptabilité. Et tout se joue sur ce PIB aujourd'hui. Mais le PIB, il est obsolète. Pourquoi? Parce que c'est un indicateur qui était utilisé en 1932 pour évaluer les conséquences de la dépression américaine. Et ensuite, il est arrivé en France en 1945 pour évaluer les conséquences de la guerre. Mais ce PIB, il a pris en compte des indicateurs financiers, pas des indicateurs extra-financiers, comme les associations, le travail à domicile, l'éducation, la culture, la nature, pour n'en citer que quelques-uns. Et en fait, au vu des sécheresses, des inondations répétées, des pénuries, des millions de personnes qui vont se déplacer dans notre monde, il paraît invraisemblable que cet indicateur ne bouge toujours pas. Mais en fait, les entreprises ne vont plus avoir le choix. Pourquoi? Parce que les ressources s'épuisent, mais aussi car elles vont être incitées par l'administration fiscale. Et là, on a une opportunité. Pour moi, un problème non résolu, c'est une solution à trouver et une opportunité à créer. En fait, ce qu'il est dit, c'est que le rapport RSE des entreprises, aujourd'hui, les entreprises le font, sauf que la réglementation européenne va plus loin en imposant une DPFE. DPEF, qu'est-ce que c'est que la DPEF? C'est la déclaration de performance extra-financière. C'est une directive européenne du 22 octobre 2014. Et à partir de l'année prochaine, toutes les entreprises de plus de 250 personnes devront fournir cette DPEF. Et progressivement, ça va s'étendre à toutes les entreprises européennes. Donc, ce n'est pas juste en France, c'est Europe. Et en fait, ce rapport, il est strict et les entreprises devront répondre à des critères spécifiques comme l'environnement, le social, mais également la gouvernance. Donc, dès qu'on touche à la gouvernance,
là, ça fait mal au portefeuille et là, on se bouge les fesses. Donc, c'est pour ça que certaines entreprises, comme notamment le groupe Action Logement de Bordeaux, a déjà mis en place cette DPEF. Il y a aussi autre chose à prendre en compte pour les entreprises, c'est les consommateurs, mais c'est aussi les salariés qui ne restent plus dans les entreprises 30 ou 40 ans comme avant. Aujourd'hui, on reste 2-3 ans. Et ce qui nous motive, c'est de savoir le sens qu'on va donner à notre travail. Et donc, il y a une étude qui a été commandée par le groupe Réveil écologique et qui a été menée par l'Institut Harris Interactive sur 2000 jeunes de 18 à 30 ans qui ont révélé qu'ils ne postuleraient pas dans une entreprise qui ne prendrait pas en compte l'environnement. Et donc, comme un salarié en France coûte 50 000 € par an, c'est quand même ballot pour les entreprises de perdre ses salariés ou de ne pas avoir ces talents-là. Et puis, pour les salariés qui sont présents dans l'entreprise, ça c'est les chiffres du MEDEF, plus de 60% des salariés restent dans l'entreprise s'il y a des actions sociales et environnementales de prise en compte. Et 80%, donc ça veut dire qu'on gagne 20 points s'il y a une vraie politique RSE dans l'entreprise. Donc on a vraiment tout intérêt à aller promouvoir ces entreprises qui valorisent leur RSE. Et puis, pourquoi pas faire de la biodiversité un levier de développement économique? Pourquoi ne pas relier la protection de la nature aux performances de son entreprise? Nous, c'est ce qu'on souhaite faire, en tout cas chez Bedicassa. On a une loi qui a été créée en 1976, mise à jour en 2016, ça va bien parler à Emmanuel, ça, sur la protection de la nature et de la biodiversité. Elle a donné lieu en 2017 à la création de l'Office française pour la biodiversité. Et aujourd'hui, on a une centaine d'entreprises qui font partie de cet office. Donc, par exemple, Yves Rocher, mais aussi Biodiversio, qui est là à cette table. Et donc, par exemple, Yves Rocher a mis en place des refuges pour biodiversité et a attiré de nouveaux talents dans son entreprise. Et donc, c'est un pari gagnant, économique et écologique et social. Mais pour cela, il faut encore prendre du recul sur son activité. Parce que, comme tout problème complexe, la solution l'est également. Et là, je vais vous parler de design systémique. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est le design ou la pensée systémique? Ça vous parle? Est-ce qu'il y en a qui peuvent lever la main, ceux qui ont déjà entendu parler de ça? Laureline? Ouais. Cache-toi. Alors en fait, moi pendant 3 ans, j'ai écouté les scientifiques, ces podcasteurs, et puis j'ai ma cousine qui est hydrologue, elle fait partie de mon association bedinpact.org aussi, et puis j'ai pris conscience que le problème était beaucoup plus complexe que ce qui me paraissait. Et donc en fait, pour résoudre ce problème complexe, il faut penser les choses dans leur ensemble, parce que les éléments sont interdépendants. Et c'est ce que j'avais commencé à faire. Et quand j'ai lu le bouquin des 58 outils du design systémique, je me suis dit, waouh, en fait, c'est exactement ce que j'étais en train de faire, mais je ne me rendais pas compte. Et donc, je vais aller plus loin. Merci, Laureline. Je vous invite à lire ce livre, ou en tout cas à écouter le podcast Sismic, qui est l'un des leaders dans l'environnement, le social et puis toute la psychologie. C'est extrêmement bien fait. Julien Devorex, qui habite à Lisbonne, qui d'ailleurs aurait bien voulu être là ce soir, il présente son bouquin comme ça. Le monde change et on n'y comprend rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, les règles du jeu ont changé. Et on n'a pas appris à l'école comment faire en sorte de prendre en compte ce dérèglement climatique, cette biodiversité, voilà, les plans qu'on ne connaît pas. Donc, on doit en écrire de nouvelles et c'est à nous de les écrire. Pourquoi? Parce que c'est un monde, le monde est complexe dans lequel on la mondialisation, les nouvelles technologies, le développement des réseaux sociaux, 8 milliards de personnes sur Terre, tout ça, ça induit une multitude d'acteurs interconnectés et puis on n'a pas de tutoriel pour ça. Alors, on va penser les choses dans leur ensemble. Ne pas avoir une structure de pensée linéaire, mais une pensée systémique pour prendre en compte l'ensemble des éléments et des données imprévisibles. Alors, c'est quoi une structure de pensée linéaire? 1 plus 1, ça fait 2. Mathématiques linéaires. Une structure compliquée, c'est un logiciel informatique. Une structure complexe, c'est le corps humain, c'est le cerveau, c'est la nature, c'est l'environnement.
c'est le monde dans lequel on vit. C'est complexe. Et vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous prendre un exemple très concret, moi qui m'a époustouflée, mais il y en a plein d'autres des exemples comme ça. Mais celui-ci, il est très visuel. Vous connaissez l'île de Bornéo? C'est très intéressant, donc c'était dans les années 1950. Qu'est-ce qui s'est passé? L'île de Bornéo a été attaquée par une épidémie de malaria. Pour résoudre ce problème, l'Organisation mondiale de la santé a versé sur toute l'île un produit toxique qui s'appelle le DDT. Ça a tué les moustiques, ça a résolu le problème, il n'y avait plus de malaria. Mais ça a créé deux autres problèmes. Je vous explique avec ce schéma. Les moustiques, ils sont là. Les lézards, donc les moustiques ont été tués, mais les lézards ont ingéré le DDT. Les lézards sont mangés par les chats. Les lézards ne sont pas morts. Par contre, les chats sont morts. Les chats protégeaient la population parce qu'ils chassaient les rats. Comme les chats sont morts, les rats ont proliféré et ils ont amené la peste aux habitants de Bornéo. Donc, chasser la malaria vient la peste. Première conséquence. Deuxième conséquence, et là vous voyez que ces éléments sont interdépendants, mais ce n'est pas A égale B, c'est plus complexe que ça. Les guêpes. Les guêpes, elles, sont mortes. Elles ont ingéré le DDT, elles sont mortes. Mais les guêpes, leur fonction, c'était de manger les chenilles. Et comme, c'est exactement la même chose que les rats, les guêpes ne mangeaient plus les chenilles ont proliféré et ont attaqué les toits de chaume. Les maisons ont commencé à s'écrouler. Donc en fait, on voit là que pour résoudre un problème isolé, l'Organisation mondiale de la santé a apporté une solution sur mesure à un problème isolé, mais n'a pas pris en compte l'ensemble de ces éléments. Je vais vous donner un autre exemple. Donc voilà, pourquoi le problème A a des conséquences sur B, mais ce n'est pas parce qu'on résout B qu'il n'y a pas des effets collatéraux sur C ou sur D. Un autre exemple, c'est l'économie circulaire. Nos déchets. Si on ne fait rien, ça dérègle le monde. C'est-à-dire on a énormément d'émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est l'économie linéaire. Si on opte pour le recyclage, on a encore un petit peu de déchets. Maintenant, si on opte pour une économie circulaire, ça veut dire qu'on va réutiliser nos déchets dans la boucle, en fait. Et on va travailler ces déchets, par exemple le plastique, on peut en faire des sacs à dos. Et donc, du coup, ils vont revenir dans le marché, dans la boucle. Il y aura zéro déchet. Mais ça, c'est plus complexe quand même. Et c'est une solution long terme. Mais ça, c'est une solution moyen terme. Et ça, c'est très court terme. Donc, du coup, on voit que l'économie circulaire supprime tout déchet au final et prend ensemble l'ensemble des éléments. Et pour votre information, c'est quand même seulement 9% de nos déchets plastiques qui sont recyclés dans le monde. Et ça, c'est une statistique de l'OCDE de la semaine dernière. Donc, nous, c'est ce qu'on a tenté de faire chez Medicassa. On a pris l'ensemble des éléments en question pour pouvoir intégrer toutes les parties prenantes dans notre entreprise. Et donc, c'est qui les parties prenantes? C'est l'entreprise, les managers, les clients, mais c'est aussi les partenaires, c'est les équipes, c'est les associations, c'est les éco-citoyens. En fait, on va aller chercher des gens qu'on va ramener dans notre système. Et donc, ça crée un système vertueux et participatif et ça donne lieu à la société à mission. Alors, qu'est-ce que c'est une société à mission, une société à impact? Je vous l'ai mis aussi sur ce paperboard parce qu'en fait, il y a plusieurs points à travailler pour devenir société à mission ou société à impact. On doit travailler sur tous les leviers de l'entreprise. Ce n'est pas qu'une seule chose. C'est être société à mission inscrit dans les statuts. C'est la raison d'être. C'est la gouvernance qui doit être partagée. C'est une communication transparente. Si on fait la logistique, c'est aussi de retravailler ces méthodes de production et de logistique pour qu'on travaille sur l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité, on va le voir tout à l'heure. Les ressources humaines, la comptabilité triple capital. On a un acteur ici qui est expert dans la comptabilité triple capital. L'offre, le modèle qui doit être hybride, relier l'économie à l'écologie. Donc la société, pour revenir sur la société à mission, ça tombe bien, en France, on a des outils pour pouvoir le faire. On a la loi Pacte du 22 mai 2019, c'est quand même assez récent, qui a permis de faire entrer définitivement ces notions
d'intérêt social, de raison d'être, de société mission. Donc l'objectif, c'est de proposer une raison d'être, et si une entreprise le fait, elle va gagner naturellement des clients parce qu'elle n'aura plus besoin de faire autant de publicité, parce que les clients, en fait, ils vont faire le job eux-mêmes, c'est-à-dire un bouche-oreille organisé, ce qu'on appelle l'inbound marketing. On peut ou pas écrire sa société à mission dans les statuts. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est mieux, comme ça participe aussi à la transparence de la communication. Alors nous, notre raison d'être chez Bédicassa, c'est quoi? C'est de lutter contre le tourisme de masse. Pourquoi? Parce qu'on est 95% à aller sur 5% du territoire du globe. Donc ça, c'est une statistique de l'OMT. Et donc du coup, nous, notre fonction, notre objectif, c'est de driver ce flux vers les campagnes, vers des territoires qui sont encore un peu isolés, pour faire connaître d'autres territoires qui sont beaucoup plus riches et moins blindés de touristes. Deuxièmement, c'est défendre le droit au logement, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 85% de la population n'arrive plus à se loger au prix du marché, et que 7 jeunes sur 10, c'est quand même les plus ciblés, les plus touchés, ne parviennent pas à se loger dans les villes. Et on l'a relié à l'environnement, puisque nous, on part du principe qu'on est un acteur du tourisme, mais dans le tourisme, il y a quoi? Il y a le logement, c'est l'habitat. Et en fait, l'habitat, nous, on a rendu notre habitat confortable au cours de ces décennies passées, mais on a aussi contribué à détruire l'habitat de notre biodiversité. Et donc, du coup, on pense qu'on a un rôle à jouer, puisque 50% de nos oiseaux ont disparu en 50 ans. Et ça, c'est la statistique de Bird International. Et en France, c'est représenté par la Ligue de protection des oiseaux. Alors, au niveau de notre gouvernance, on propose un comité éthique qui se met en place petit à petit avec deux membres fixes, 4 membres tournants, composés d'éco-citoyens, d'un administrateur formé à la responsabilité sociale et environnementale indépendante. Tout ce que je vous dis là, ça a été également mis en place par ce qu'on appelle le grand défi, qui est, je ne sais pas si vous connaissez, donc une structure un peu indépendante. Et donc tous ces leviers d'entreprise pour qu'une entreprise soit à mission, etc., c'est aussi en train d'être développé également par des cabinets comme le Boston Consulting Group. Donc on est vraiment dedans. Et donc le but, en fait, d'avoir une gouvernance partagée, c'est de représenter la société. Donc à travers des retraités, des étudiants, même des personnes au chômage, pour vraiment avoir le moins de biais possible, et donc de prendre une décision en cohérence, en fait, avec ce qui se passe dans notre monde. Une communication transparente, ça veut dire quoi? Ça veut dire appliquer ce que l'on annonce et communiquer sans filtre à nos partenaires. Une communication de l'offre, donc pousser l'inbound marketing. L'inbound marketing, je le rappelle, c'est une bouche-oreille organisée, et donc d'éviter d'augmenter le capital de sociétés non vertueuses, mais forcément c'est du long terme. Et la destination de l'argent de nos clients, 50% est réinvesti dans l'exécution de la mission et 50% restant pour les actionnaires à impact qui sont la communauté de notre site, donc les clients. Au niveau des ressources humaines, vous savez qu'on a des incentives dans les entreprises. Alors moi, j'ai travaillé dans une entreprise, une ETI, ce qu'on appelle une entreprise à taille intermédiaire, donc j'ai vu ce qui se passait. Et les incentives, elles sont souvent financières par rapport à des objectifs commerciaux. Et en fait, pourquoi pas relier, encore une fois, l'un à l'autre, c'est-à-dire que votre client, s'il a des salariés qui doivent se déplacer en train ou en avion pour aller voir un partenaire, un client, eh bien, pourquoi ne pas le faire en train? Ça réduit les émissions de gaz à effet de serre et vous lui donnez un bonus sur sa fiche de paie. Et donc, du coup, là, vous reliez clairement l'écologie à l'économie. Et tout le monde est gagnant. Des formations RSE, donc vous pouvez faire des formations au sein de vos entreprises. Donc nous, c'est ce qu'on va faire aussi pour les ressources humaines via des partenaires associatifs. Et donc là, j'ai mis Biodiversio qui vous propose aussi des formations sur la biodiversité. Et la comptabilité triple capital. Donc qu'est-ce que c'est que ce charabia? Comptabilité triple capital, moi j'adore. C'est les 3 leviers justement. Donc ça dépoussière, ça met vraiment un coup de pied dans le PIB. Et donc ça on va prendre en compte le financier, mais également la nature et l'humain. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va se développer et que nous-mêmes, acteurs, on doit inspirer, on doit promouvoir cette comptabilité triple capital. C'est une méthode qui a été inventée dans les années 20, qui a été reprise ensuite dans les années 90
Donc comptabilité adaptée au renouvellement de l'environnement. Et en fait, l'objectif, c'est de rendre visible l'invisible. Ce qu'on n'a pas compté jusqu'à présent, maintenant, il faut commencer à le compter. Ça suffit maintenant. Combien l'entreprise dépense pour l'humain et l'environnement? On l'inscrit au bilan de l'entreprise, au passif et à l'actif. Et donc, il y a des experts pour ça. Florent, tu nous en parleras tout à l'heure. Donc, je vous donner quelques exemples. Donc nous, par exemple, on va reverser 15% de notre chiffre d'affaires lié au Club à Impact, on verra, à des associations sociales et environnementales. Donc on va l'inscrire au bilan. On va distribuer des refuges pour biodiversité. On va proposer des bourses éco-habitat, des crédits. On fait 100% de télétravail. Donc aussi dans la salle, il y en a qui font 100% de télétravail, qui peuvent l'inscrire à leur bilan. Là, d'autres exemples. Si vous proposez de la sieste à vos salariés, donc si parmi vous avez aussi des entreprises clientes, vous pouvez leur dire, si des salariés qui font la sieste, ou si vous proposez la sieste, ou des cours de yoga, de coaching nutrition pour sélectionner la bonne nourriture saine. Si vous proposez des congés parentaux, pourquoi pas pour le père? Pourquoi toujours pour la maman? Bon, la maman, elle en a besoin, mais le papa, il en a besoin aussi, des congés parentaux. Eh bien ça, vous l'inscrivez aussi au bilan. Poum, ça fait un petit plus. Pourquoi pas aussi créer des jardins écologiques, ça va te plaire Emmanuel, c'est ce que fait Biodiversio, écologique et pédagogique sur les terrains des entreprises. Moi, juste à côté de chez moi, on a un terrain qui est vierge, qui est bitumé, où il y a 3 herbes qui se courent entre elles, il y a plein de salariés, ils sortent, ils fument leurs cigarettes. Bon, peut-être que vous vous reconnaissez là-dedans, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est dommage, parce que si on crée un jardin de permaculture, on irait dans ce jardin-là, on cultiverait nos légumes, nos fruits, on ramasserait nos petites tomates, on se ferait des tartes tatin, on se comparerait les uns les autres notre cuisine, ça serait sympa, voilà, ça motiverait tout le monde. Et c'est ce que fait, encore une fois, Biodiversio. Donc ça existe déjà, c'est juste qu'il faut faire ressortir ces initiatives. Et puis également l'hébergement et l'utilisation des data, qui n'est pas très responsable jusqu'à présent, qu'il faut rendre de plus en plus responsable. Et encore une fois, il y a des acteurs qui sont spécialisés là-dedans. On utilise prioritairement aujourd'hui sur l'offre. Donc là, je vais vous parler de l'offre. Nous, on utilise la consommation collaborative. Donc c'est quoi la consommation collaborative? C'est utiliser les espaces déjà présents, donc en fait le foncier qui est déjà là. Donc en fait l'hébergement chez l'habitant pour loger des voyageurs et des locataires. On propose des hébergements éthiques, solidaires et ou durables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'accepte pas un propriétaire de plus de 2 logements situés à la même adresse dans une ville de plus de 200 000 habitants. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas participer à la pénurie de logements. On propose des hébergements du type chambre d'hôte, gîte, appartement, chambre chez l'habitant, qui sont solidaires et ou durables. Ça veut dire certains de nos hébergeurs vont proposer des prix pour des catégories qui n'arrivent pas à se loger, donc les étudiants, mais ça peut être aussi des freelances qui n'ont pas les fiches de salaire. Ça nous est arrivé il y a 2 semaines. Il y a une freelance avec son garçon de 7 ans, elle venait de se séparer, elle n'avait pas la fiche de salaire, elle devait déménager dans une ville et elle ne trouvait pas de logement parce qu'elle ne correspond pas au cadre. Et donc du coup, en attendant, elle a trouvé un appartement chez l'habitant et ça lui a permis ensuite de trouver un appartement sur du plus long terme. Donc les femmes de victimes de violences aussi, des personnes qui vont rejoindre un proche en ville ou des personnes qui vont à l'hôpital aussi pour accompagner un proche. Ils ne peuvent pas se loger dans les hôtels qui sont trop chers et donc l'hébergement chez l'habitant, ça permet vraiment de répondre à cette demande sociale. Et durable, eh bien, c'est toutes les chambres d'hôtes, les écologes, les gîtes qui mettent en place des matériaux éco-responsables. On met en place une bourse éco-habitat dont l'objectif, en fait, c'est de proposer des équipements, des formations éco-responsables pour participer à la transition énergétique des logements. Et donc, pour nous, l'habitat, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un levier d'action pour, in fine, restaurer notre biodiversité. Et dans ce cadre-là, on va également proposer des refuges pour biodiversité à l'intérieur, au sein de notre club à impact. Les questions à se poser maintenant d'un point de vue global, quand on est une entreprise, pour transformer son offre. Parce que vous avez bien compris, là, il s'agit de transformer son offre.
Alors, on va revenir un petit peu en arrière dans notre Covid. Les gouvernements ils se sont posé la question, ok, on ferme quoi comme commerce? On ouvre quoi? On laisse quoi ouvert? Les hôpitaux, a priori, on les laisse ouverts, hein. Les supermarchés aussi, on a besoin de se nourrir. Par contre, bon, les livraisons à domicile, on va les fermer. Les commerces de loisirs, on va les fermer. Voilà. Et donc, du coup, bah, on se pose la question si l'offre, elle est essentielle. Alors, ça fait un petit peu remuer tout ça dans le ventre. Moi, j'ai mon frère, par exemple, qui est entrepreneur en Suisse. Oh là là, je ne sais pas si ça va passer au replay, ça, mais en tout cas, je ne sais pas s'il va m'en vouloir, mais non, il est sympa, mon frère. Il est entrepreneur comme moi depuis 15 ans, et en fait, il distribue des mangas, des petites figurines, vous savez, de mangas qui marchent très bien. Il fait ça depuis 15 ans, et en fait, il est vachement écolo, mais en même temps, il fait un business pas du tout écolo, quoi. Et donc, du coup, bah, il se pose la question maintenant, depuis quelques mois, s'il ne va pas revendre son entreprise, parce que quand il va faire de la plongée sous-marine, et qu'il a affaire à plein de sacs plastiques, et que c'était pas le cas avant, et qu'il voit plus les poissons comme il voyait avant, ça le fait suer, quoi. Et donc, bah, lui, il participe à ça. Donc, bah, c'est un petit peu le paradoxe de nos vies, en fait. Il me dit, moi, mon métier, il n'est pas essentiel, et le problème, c'est que j'arrive pas à le rendre éco-responsable, donc je vais peut-être l'arrêter et faire autre chose. Mais bon, c'est une vraie question, parce que derrière, il y a des conséquences. Si elle n'existait pas, l'offre, est-ce qu'elle manquerait? Donc, par exemple, les jets privés, s'ils n'existaient pas, est-ce qu'ils nous manqueraient? Bon, à nous, non. Mais peut-être qu'à d'autres, oui. Mais s'ils n'existent pas, peut-être qu'on aurait moins d'émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que le monde irait mieux? Donc pareil, s'il n'y avait pas ces entreprises pétrolières, est-ce que le monde irait mieux? Bon, la réponse, elle est un petit peu dans la question. Et puis, est-ce qu'on peut mettre en place l'économie de la fonctionnalité? Alors, c'est quoi l'économie de la fonctionnalité? C'est passionnant. Ça vient de l'entreprise contributive. L'économie de la fonctionnalité, c'est un petit peu pareil que l'économie circulaire, collaborative. En fait, c'est le fait de privilégier l'usage à l'achat. Donc, je vais vous donner un exemple, les panneaux solaires. Si vous installez des panneaux solaires chez vous, ça va vous coûter cher et vous allez avoir peut-être des panneaux solaires qui vont tomber en panne. Donc, s'ils tombent en panne, peut-être que ça va vous coûter moins cher d'en racheter d'autres. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les autres panneaux solaires, ils vont aller à la poubelle. Tandis que si vous optez pour une société de location de panneaux solaires, ça va vous coûter moins cher, ça sera une location mensuelle ou annuelle, et l'entreprise sera chargée de la maintenance, mais également du remplacement du panneau solaire. Et son objectif, c'est de travailler aussi le panneau solaire qui est abîmé pour pouvoir en faire un autre panneau solaire. Donc voilà, économie circulaire, économie de la fonctionnalité. On utilise en fait l'usage. C'est pareil pour les imprimantes, hein. Elles sont programmées, obsolescence programmée. Bon, on va utiliser des mécanismes justement pour moins programmer les choses, pour moins qu'elles tombent en panne. L'économie circulaire, donc on se pose la question aussi si notre offre, elle peut rentrer dans ce cadre-là. Et l'ERC, on va en parler, c'est très intéressant, c'est une séquence qui a été mise en place en 1976, mise à jour en 2016 avec la loi sur la biodiversité, notre fameuse loi. Et en fait, c'est un outil d'aide à la décision pour tout projet de construction. Donc que ce soit une route, une autoroute ou un immeuble, de l'immobilier, eh bien, on fait un audit ERC. Et si cet audit ERC, vous voyez là, l'autoroute et là, l'îlot de biodiversité, donc si la conclusion, c'est de dire que eh bien, ça efface trop de biodiversité, alors on va peut-être éviter, et donc on ne va pas entreprendre ce projet de construction. Donc, c'est éviter. Ensuite, si ça va, on ne supprime pas trop de biodiversité, alors on va réduire les émissions de CO2 en plantant un petit peu plus d'arbres à côté. Et puis, si on ne peut pas, alors on va compenser en plantant encore plus d'arbres. Donc, en fait, vous avez compris, éviter, réduire, compenser, le mieux, c'est quand même d'éviter d'émettre. Mais ça, c'est beaucoup plus difficile que de compenser. Donc, en fait, aujourd'hui, les entreprises, pour se donner bonne conscience, et parce qu'on n'a pas le temps de se pencher sur le éviter, parce qu'aussi il y a des conséquences quand même profondes sur l'entreprise et son offre, eh bien on compense. Donc par exemple, Voyageurs du Monde a compensé en plantant 1 milliard d'arbres. Bon voilà, après par contre ils se font fustiger sur les réseaux sociaux et donc greenwashing, etc. Bon, voilà, après il y a la pression citoyenne. Donc maintenant, peut-être qu'on ne peut plus faire les mêmes choses qu'on faisait il y a 10 ou 20 ans. Alors,
Dans le cas de Bedicassa, le ERC, c'est des offres éthiques non spéculatives, donc du coup on ne participe pas à cette pénurie de logements, on utilise les espaces déjà en place comme vous avez compris. Réduire, on propose des bourses éco-habitat pour réduire la consommation d'énergie des foyers. Et via le club, 15% est reversé à des associations sociales et environnementales pour augmenter le budget in fine et donc des associations pour replanter des arbres, distribuer plus de nichoirs et loger plus d'étudiants dans des logements solidaires. Le modèle économique, il est hybride. Aujourd'hui, c'est un modèle de réservation où on prend une commission entre l'hébergeur et le voyageur. Et d'ailleurs, ce modèle est équitable parce qu'on prend 50-50. On prend 7,5% d'un côté, 7,5% de l'autre et on ajoute 1% d'assurance. Comme ça, tout le monde est protégé par une assurance hébergement. Mais on va plus loin en proposant un modèle d'abonnement. Et donc, ça crée cette boucle vertueuse parce qu'avec ce modèle d'abonnement, les abonnés vont bénéficier de crédits, de réductions sur les réservations, mais également vont participer au club à impact et donc du coup vont participer à ces enjeux sociaux et environnementaux grâce aux associations. Et une partie de cet abonnement retournera dans la communauté. Donc, je vous explique. Club à impact, 100 €. Sur ces 100 €, on a 30% qui vont dans le fonctionnement de Bedicassa, donc ça c'est notre marge. 40% qui vont en acompte client, donc comptablement c'est de l'acompte client, donc c'est des crédits qui leur sont automatiquement reversés, plus X% sur leur prochaine réservation, donc ça c'est un abonnement d'1 an. Ensuite, on a la planète à impact, et la planète à impact en fait c'est 6 thématiques, 6 causes qui représentent donc des causes sociales et environnementales, solidarité, inclusion, biodiversité, enfance, éducation, environnement, animaux, santé. Et là, on a la communauté. Et donc, la communauté, c'est la tirelire communautaire, compte 467 en comptabilité. Et donc là, c'est 15%, c'est une bourse éco-habitat. Et en fait, tous les 1 000 €, on déterminera sur dossier parmi ces abonnés. Donc, ça peut être des abonnés particuliers, ça peut être des abonnés provenant d'une entreprise, qui bénéficieront du coup de 1 000 € à dépenser pour équiper leur logement pour faire baisser leur facture énergétique. Et dans cette tirelire communautaire, on proposera, en fait, il y aura un financement pour développer des kits de refuge pour biodiversité, en partenariat avec la Ligue de protection des oiseaux. Je l'ai fait chez moi, c'est génialissime. J'ai plein d'oiseaux maintenant, et donc on est 80 dans l'immeuble. Je kiffe, moi je reste en télétravail. Et donc aujourd'hui, on a des moineaux, on a des mésanges, on a même des perruches qui sont arrivés. Bon, ils titillent un petit peu les autres oiseaux. Et on a des grives et des étourneaux parce qu'on a mis en place des nichoirs, des abreuvoirs et des mangeoires. Et donc ça fait la gaieté des habitants de l'immeuble. Voilà. Et puis, on proposera aussi dans notre club à impact, nos partenaires, nos fournisseurs à impact, ce sont des entreprises éco-responsables qui proposent des produits ou des services pour les abonnés. Encore une fois, ça peut être du chauffage, mais ça peut être aussi des petits équipements, une brosse à dents, un coton démaquillant, une éponge qu'on ne jette plus parce qu'on jette trop d'éponges. Voilà, moins de plastique, donc du zéro déchet et donc des réductions sur ces produits-là ou ces services. Ça peut être aussi des formations éco-responsables. La bourse éco-habitat, donc voilà, c'est pour les abonnés du club, pour tous les personnes qui sont en résidence principale, mais également en résidence secondaire. On a un partenaire qui propose d'ailleurs de l'éco-rénovation, éco-construction. Voici le club, donc là c'est l'abonnement. Vous pouvez choisir entre particulier ou entreprise. Et à partir de ce moment-là, vous avez la possibilité de choisir votre abonnement. Donc là, c'est l'abonnement Tigre du Bengale, c'est le milieu, ça va de 50 à 150 €. Et en fait, dès que vous choisissez l'abonnement, vous avez automatiquement un pourcentage en crédit voyage, un pourcentage qui vous est aussi reversé, ça c'est très intéressant. Donc on peut le faire parce que les flux financiers sont distincts. Et là, l'abonné aura également la possibilité de réduire ses impôts à la hauteur de 66% sur cette tranche de 15%, donc ce qui n'est pas négligeable, et il participera à la bourse éco-habitat, donc qu'il verra sur son compte. Ça, c'est pour les entreprises, donc on a des tranches spécifiques en fonction des niveaux d'entreprise, donc TPE, PME, ETI et grands groupes. Et en fait, ce type d'abonnement, n'importe quelle
entreprise peut le mettre en place en fonction de son secteur d'activité pour pouvoir justement intégrer toutes les parties prenantes pour que ça revienne aux clients, pour intégrer des partenaires, intégrer des associations à son modèle. Et donc là, l'objectif, c'est de choisir ici une cause à impact, donc ça peut être la biodiversité, l'enfance et l'éducation, animaux sauvages, domestiques, et à partir du moment où vous choisissez ici, vous avez les associations qui apparaissent dans l'écran suivant, donc là par exemple Biodiversio, la Ligue de protection des oiseaux, BD Impact, et donc comme vous choisissez ces associations, et bien ensuite vous aurez le reçu fiscal directement et vous aurez aussi la mesure de l'impact au fur et à mesure de vos abonnements. Et donc du coup un retour sur le nombre d'arbres plantés, de refuges de biodiversité distribués, etc. BD Impact, je finis par cette slide-là, c'est notre association dont le but est de restaurer notre biodiversité. Vous avez compris, c'est mon dada, à travers l'écohabitat et la restauration des écosystèmes forestiers marins. Et donc là derrière, en fait, on a un collectif de scientifiques qui propose des ateliers, des éco-ateliers sur les plantes, sur les champignons, sur les oiseaux, sur tout ce qu'on n'a pas appris en fait, ou pas en fait de façon approfondie au collège, au lycée, qui nous manque aujourd'hui. Nos associations partenaires, donc sociales et environnementales, et nos fournisseurs à impact. Alors, je vous ai mis en place, je vous ai mis en avant aussi celui-ci, parce que bon, il est français, il a un nom anglais, mais il est français. Et en fait, c'est très intéressant parce qu'il utilise la chaleur de nos ordinateurs, parce que ça, c'est enfin, en fait, on ne se rend pas compte, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, mais tous nos matériels électroniques, bah, derrière, ils sont stockés quand même dans des data centers qui prennent énormément de place et qui dégagent énormément de chaleur et qui dégagent aussi beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, cette entreprise a juste transformé la chaleur des data centers en radiateurs. Voilà, donc là, c'est pour les logements collectifs et il le propose aussi maintenant pour les habitations individuelles. Ocean Respect, c'est une entreprise qui propose une gamme de produits zéro plastique, donc là on en a vraiment besoin. Et Birdies, c'est, tu vas reconnaître Emmanuel, une entreprise qui capte le son des oiseaux donc pour l'évaluer et implémenter des actions pour augmenter notre population d'oiseaux. Et Etika Mundo, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un hébergeur qui est sur Bedicassa qui propose des stages éco-rénovation. Ces stages cartonnent, c'est dans le sud de la France, au Vigan, pour un air plus pur et réduire les factures d'énergie, avoir des matériaux plus sains dans notre logement. Voilà nos partenaires commerciaux et financiers. Et en conclusion, je dirais que la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est encore de le créer, et on est là pour ça. Et la prochaine étape pour Bedicassa, à notre niveau, c'est de lancer le club à impact, d'ouvrir le capital démocratique. Et donc, si vous souhaitez être tenu au courant du lancement, vous pouvez vous inscrire. Et là, je vais faire place à nos intervenants et à la food et beverage sain. Et je vous remercie de votre attention. Voilà le capital. Alors, Valérie, tu es là. Très bien. Ah oui, bien sûr. Oui, vous pouvez venir. Go, go. Il attendait. Ah, il y a personne. Ouais. On va un peu nous nourrir quand même. Alors, donc toi, tu représentes No Code for Good. Oui, bonsoir. Bonjour, bonsoir, bonjour. Très contente d'être avec vous. Qui suis-je, d'où viens? Je suis Valérie Quignou. Je suis indépendante, voilà. J'ai une activité dans le domaine du no-code. Et je suis également administratrice de l'association No Code for Good. Du moins, une des administratrices. Nous sommes plusieurs, nous sommes 5 administrateurs aujourd'hui. No Code for Good, c'est une association, d'abord, une association de loi 1901 qui a pour objectif de mettre en relation des projets à impact positif, environnementaux, sociétaux, inclusion, avec des no-codeurs, no-codeuses pour les aider à mener à bien des projets dans le domaine du numérique. Alors, peut-être un petit mot d'abord sur le no-code, parce que peut-être que tout le monde n'est pas forcément habitué à savoir ce que c'est. Alors, le no-code, en fait, pour faire court, et peut-être que Dimitri, mon camarade de jeu là-dessus, ou Thierry auront un avis là-dessus, mais globalement, c'est de la programmation, c'est du développement,
mais du développement visuel. On n'a pas besoin de lignes de code pour concevoir des solutions numériques, des applications web, des applications mobiles et des sites web. Ce que ça permet de faire, du coup, donc il y a toute une kyrielle d'outils no-code qui permettent de réaliser ça, des applications web, des sites web, des applications mobiles. Mais ce sont surtout des moyens, là c'est ce qui permet de commoditiser la technologie dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que ça devient vraiment un outil, un accélérateur pour pouvoir développer des projets que des personnes pourraient avoir, et en particulier nous, No Code for Good, dans le domaine de l'environnemental, du sociétal et de l'inclusion. Ce qui est vachement important de voir ici aussi, c'est le fait que le no-code permet de gagner en autonomie très rapidement. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire, si vous voulez, d'être très tech, en tous les cas pour pouvoir déjà concrétiser très rapidement la fonctionnalité initiale qu'on a envie de mettre en place pour notre projet. Donc on peut le faire. Après, on peut avoir besoin d'aide technique peut-être si on veut aller plus loin dans le développement de sa solution. Mais le no-code, c'est ça, c'est qu'on est très rapide dans l'exécution. Et ça, c'est clé quand on a des projets, notamment dans le domaine du for good, qu'on a envie surtout de démontrer des choses et de pouvoir tester des choses rapidement. Le no-code, c'est vraiment l'idéal pour ça. Donc No Code for Good, c'est une association. Nous, notre mission, c'est justement de pouvoir montrer par divers moyens ce que peut apporter le no-code aux différentes associations ou structures de l'ESS d'ailleurs, pour pouvoir mener à bien leurs projets. Et on a plusieurs axes pour faire cela. On a un axe qui va être très orienté sur des webinaires, c'est-à-dire favoriser, montrer le no-code et les capacités du no-code par des webinaires, par des événements que l'on va organiser également de type hackathon. Vous êtes familier avec les notions de hackathon? En gros, un hackathon, qu'est-ce que c'est? Ça va être un format court qui va en général se jouer sur 2 jours, 3 jours, et qui va permettre en fait à des porteurs de projets de se faire accompagner par des no-codeurs, des no-codeuses, sur un temps très court, et surtout de lancer et de répondre à une problématique qu'ils auraient pu avoir. Et ça veut dire qu'à l'issue des 2 jours et demi, ils partent déjà avec au moins une première version de leur solution. C'est hyper important parce que c'est tout de suite activable, c'est tout de suite testable, et ils peuvent voir tout de suite s'il y a de la prise, et j'ai envie de dire une traction et un intérêt en tous les cas, et donc de pouvoir le faire développer par la suite. Ça se fait à distance ou en physique? Alors généralement, préférentiellement, on le fait en physique. L'idée, c'est d'avoir un rassemblement aussi, et c'est d'avoir un aspect communautaire, de faire en sorte que les gens se rencontrent, pardon, il faudra couper au montage, se rencontrent, et puis c'est surtout aussi permettre de faire justement la communication, le réseau, se faire découvrir, faire parler aussi de son projet, donc ça c'est un vecteur extraordinaire. Notamment l'année dernière, on avait contribué à la mise en œuvre d'un hackathon qui s'était déroulé à Lorient. Donc il y avait 5 projets pour 5 associations, et à l'issue de ces 2 jours et demi, donc c'était sur un week-end, on avait commencé un vendredi en fin de soirée et on avait terminé un dimanche. Et en général, en plus, il y a vraiment cette formidable ambiance parce que les gens partagent aussi sur leurs projets, sont assez fiers de montrer ce qu'ils ont réalisé finalement en équipe avec l'aide de nos codeurs et de nos codeuses. Donc ça, on essaye de voir pour cette année si on peut en faire. Je ne vous cache pas que c'est un peu compliqué sur les timings, mais voilà, parce que c'est quand même une grosse organisation généralement. Pour vous donner des dimensions, donc 5 projets à impact qui ont pu être lancé, on va dire, bootstrappé, un petit peu comme ça sur la rampe de lancement. Il y avait à peu près, en termes de contributeurs, une quarantaine de personnes. Les quarantaines de personnes incluent les bénévoles concernant No Code for Good, les partenaires, mais également, bien évidemment, les bénévoles qui ont aidé les porteurs et porteuses de projets et qui, pendant 2 jours et demi, ont donné de leur temps gracieusement pour pouvoir vraiment lancer ces projets numériques. On a aussi des recommandations que l'on peut faire sur des formations dans le domaine du no-code, c'est-à-dire que si vous-même, du moins les associations, les porteurs de projets, vous avez envie de vous lancer vous-même, là on peut recommander des formations. Et puis on a aussi à No Code for Good un autre point qui est aussi tout simplement le questionnement du no-code et de ce que ça peut apporter en fait à la communauté. Donc on challenge aussi régulièrement ça de qu'est-ce qu'on voit derrière le for good, en un premier temps, parce qu'on peut avoir les uns les autres diverses
compréhension de ce qu'il peut y avoir derrière et dans quelle mesure le no-code peut apporter à ce niveau-là. Ça, c'est plutôt sur la partie associative. Mais No Code for Good, c'est également une plateforme numérique qui va permettre à des porteurs de projets de déposer leur projet, d'en mettre le descriptif. Et ils le font surtout parce qu'ils ont à un instant T une problématique qu'ils souhaitent résoudre. Et ils vont pouvoir donc l'exposer à des no-codeurs et des no-codeuses qui également s'inscrivent sur la plateforme. Donc c'est une plateforme de mise en relation gratuite, d'accord, et qui va permettre de se faire rencontrer les personnes comme ça. Alors nous, en général, nous, au sens membre de l'association et administrateurs, nous sommes des éléments favorisants aussi, hein, on essaye de communiquer, mais c'est aussi une plateforme numérique qui permet vraiment de faire cette rencontre. Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui ont envie de découvrir le no-code for good? Où est-ce qu'ils peuvent aller sur Internet? Est-ce qu'il y a un Slack? Est-ce qu'il y a un site? Alors d'abord, la plateforme nocodeforgood.fr, très facile, très simple à mémoriser. Ensuite, nous sommes également très actifs dans la communauté No Code France, donc No Code France qui est également une association. Sur le no-code, hein, là pour le coup beaucoup plus général si vous voulez, mais on a notre channel No Code for Good dans ce Slack, donc c'est une communauté Slack, une communauté d'entraide entre no-codeurs, no-codeuses, donc qui permet de se faire se rencontrer, et en fait une communauté très bienveillante pour vous donner des idées, hein. Globalement on est plus de 10 000 maintenant, si je ne dis pas de bêtises. Alors 10 000, c'est impressionnant, en effet. Si on regarde plutôt, par contre, au niveau du nombre de membres actifs, on est quand même à 1800, 2000 membres actifs, hein. C'est énorme, hein. En termes de ratio, pour une communauté, c'est énorme. Et en général, voilà, les sujets de conversation, c'est un petit peu, voilà, les outils, j'ai des galères, comment est-ce que quelqu'un peut m'aider, j'ai des questions sur des formations et que quelqu'un peut me donner des tuyaux. Donc c'est aussi un endroit par lequel vous pouvez aussi trouver des informations, vous pouvez vous renseigner. Et donc aussi sur le For Good en particulier, vous verrez notre petite channel Slack dans l'association. Également, nous avons une page LinkedIn. On n'y échappe pas, bien sûr, réseaux sociaux, il faut bien qu'on se fasse connaître un petit peu. Nous sommes sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter également. No Code for Good, très facile à trouver. Donc No Code tout attaché for good. Voilà, c'est un petit peu ce sur quoi on est. Alors par contre, si vous avez des questions, je suis tout à fait disponible à essayer de vous éclairer. Merci Valérie. Merci. C'était No Code for Good. Ouais. Enchanté. Donc merci Magali de m'avoir invité. Je ne savais pas que j'allais vous présenter Walter, mais c'est un plaisir. Ça va faire écho un petit peu à tout ce que tu viens de dire et partager. Et même je vois les communautés No Code for Good. Donc moi je suis Robin, j'habite à Lille et j'ai créé donc la plateforme Walter, donc plateforme de Airbnb à impact, on va dire. Donc autour des valeurs un petit peu qu'on partage, je pense, sur comment faire changer, évoluer nos modèles d'activité, et notamment dans le tourisme. Nous, on est parti d'un constat qui est assez simple aujourd'hui, édifiant, c'est que sur le logement, on est les champions du monde de la résidence secondaire. On a le taux le plus élevé au monde, ce qui est génial, ce qui peut paraître génial, c'est tout ce qu'on souhaite, hein, que chacun ait accès à la résidence principale puis secondaire. Mais à côté de ça, il y a une ambivalence aussi autour du logement, et tu l'as dit, pour la planète, mais aussi pour l'être humain. Il y a plus de 500 000 personnes en France, et on parle qu'en France, qui ont des problèmes de mal logement. Et ça couvre beaucoup de sujets, que ce soit le sans-abrisme, les violences conjugales, l'accès au logement, le handicap à la maison, et aussi la nature, qui est donc le logement, notre habitat partagé avec les animaux. On est bien conscient chez Walter qu'on ne peut pas simplement relier les uns aux autres assez facilement. L'idée, ce n'est pas de loger un sans-abri ou une personne victime de violence conjugale dans sa résidence secondaire encore, ça ne répond pas aux besoins, c'est assez complexe. Donc ce qu'on souhaite inventer, c'est un modèle hybride intermédiaire qui se base justement sur un équilibre et sur faire mieux avec ce qu'on a. Et l'idée, c'est de proposer des vacances engagées, solidaires, à chacun de nous, présents autour de cette table. Donc l'idée, ce n'est pas de loger directement une personne vulnérable, mais bien vous et moi, touristes, solidaires, chez un propriétaire solidaire engagé qui n'a pas l'habitude de louer, propriétaire de sa résidence secondaire, pour 1 semaine, 2 semaines par an. Et ce propriétaire, il va reverser en fait 100% de ses revenus locatifs à un projet associatif autour du logement. Alors bien sûr, il n'est pas forcément
uniquement désintéressé. C'est un modèle qui est équilibré, comme tu l'as présenté aussi pour Bédicassa. L'idée, c'est de se dire, plutôt que de gaspiller, puisqu'en général, ces résidences secondaires, elles sont occupées 3 semaines par an. 80% des résidences secondaires en France sont occupées 3 semaines par an, c'est un rapport du Sénat. Et donc, le reste du temps, elles sont vite gaspillées. Donc, plutôt que de le laisser gaspiller, l'idée, c'est de faire un équilibre entre je vais loger un touriste pour avoir un revenu financier et en même temps participer à une aventure de reloger durablement. Donc, ça fait un petit peu écho à ce que tu disais sur plein de thématiques. On a déjà mis un premier test d'ailleurs avec NoCode, avec un de vos no-codeurs. D'ailleurs, c'est Dimitri de Superforge. Et ben voilà, on avait déjà échangé sur le projet. Et donc, je confirme, No Code for Good, c'est une très belle communauté pour aider des projets à se lancer. Donc, on avait commencé avec le no-code, avec Bubble, donc pour faire un premier MVP avec quelques propriétaires. Et fort de cette première expérience, voilà, on a envie de monter en puissance. Et justement, donc là, je suis dans une période où je cherche justement des personnes pour structurer l'activité, donc des associés. Et puis, on va passer autour du financement avec la BPI, Noractif et tout ça. Donc, ce no-code, ça permet justement de tester des premières choses avant d'aller à l'échelle. Merci beaucoup. Voilà, donc je suis dispo après si on veut continuer d'échanger sur cette thématique qui me tient chère. Et puis, toi également. Merci. Merci beaucoup. Merci de me recevoir ce soir. Si je suis là, c'est que je partage 100% des valeurs de Bédicassa et de notre cher hôte, donc je viens de manger le prénom. Magali. Avec ceci de plus, donc moi je suis un spécialiste de la biodiversité, je suis tombé dedans quand j'étais petit, il y a déjà fort longtemps. Et donc j'ai créé une association qui s'appelle Biodiversio il y a un peu plus de 2 ans aujourd'hui, qui est une association de chefs d'entreprise pour la protection de la nature en milieu industriel. Mais en fait, c'est pour utiliser le foncier industriel comme outil d'éducation à l'environnement pour tout à chacun, parce que la majorité d'entre nous sommes salariés. Et donc, autant il est idiot d'aller fumer une cigarette sur une plaque de bitume alors qu'on pourrait y voir autre chose, autant il est idiot lorsqu'une entreprise a un foncier de ne rien en faire et même d'en faire plutôt une charge foncière parce que c'est tendu toutes les semaines, alors qu'on peut en faire un outil de communication, des îlots de biodiversité, participer à des corridors génétiques, donc participer à une restauration de la biodiversité sur un territoire. Donc ça, c'est l'idée de Biodiversio. Cette idée aussi est venue en urgence. Le Biodiversio a dans ses statuts tout simplement les objectifs de développement durable 2030. Donc normalement, si en 2030 l'association est toujours là, on sera obligé de refaire une assemblée générale extraordinaire, sinon elle meurt d'elle-même. Et ça parce qu'il y a une urgence. Moi, je fais partie des gens qui sont dans la biodiversité depuis tout petit. Dans les années 70, si vous voulez, enfin plutôt, je vais reprendre l'inverse. Il y a quelques années, j'ai participé à l'élaboration de l'atlas herpétologique, c'est-à-dire serpent amphibien du Loir-et-Cher. Il me fallait plusieurs semaines pour voir ce que je pouvais voir en une après-midi lorsque j'étais gamin. Donc, c'est-à-dire que la chute de la biodiversité, nous, c'est du vécu. Et donc, si les gens de notre génération ne sont pas capables de tirer la sonnette d'alarme et d'apporter les éléments nécessaires pour que la biodiversité soit protégée aujourd'hui, on ne fait rien. Donc, l'intérêt... Donc, on travaille avec tout type d'entrepreneurs, tout type d'entreprises, de l'unipersonnel à la multi-entreprise internationale. Ça va aller... donc, il y a eu 25 membres créateurs qui sont donc des chefs d'entreprise ou des entreprises. Ça va de l'hôtel-restaurant du coin à la galerie d'art contemporain, au centre de production nucléaire local. On a un comité scientifique et technique qui est reconnu au niveau national et on a aujourd'hui environ 25 bénévoles actifs, une centaine d'adhérents, mais on n'a pas trop poussé. Et au niveau de l'activité, il y a deux types d'activités, principalement pour les entreprises qui ont du foncier, mais également pour des entreprises qui n'ont pas de foncier. L'exemple est né il y a un peu moins de 2 ans. J'étais dans la tour Montparnasse avant qu'elle soit fermée
au siège d'une entreprise et il me dit ton truc ça m'intéresse mais moi j'ai pas de foncier, comment on peut faire? Et lui, il compensait son bilan carbone. Ça va être une petite entreprise, il fait le nécessaire pour diminuer son bilan carbone, il est dans le service informatique pour les marchés financiers. Donc bilan carbone, grosso modo, c'est du matériel informatique et ce sont des déplacements. Donc il essaye de se déplacer en train maintenant, autant que faire se peut se déplacer en train même. Et il dit, ben moi, pour compenser mon bilan à la fin de l'année, comme l'entreprise se porte bien, j'en ai marre d'acheter des arbres que je ne verrai jamais pousser parce qu'ils sont en Inde, ils sont en Amérique du Sud, etc. Donc on lui a trouvé une solution. On trouve, nous, des terrains qui appartiennent à des collectivités. Et l'entreprise est venue planter ses propres arbres, donc à 2 heures de chez elle. Et de cette manière-là, donc, elle compense son bilan, elle fait une action sociale au sein de son entreprise, a fait une action solidaire au sein de la collectivité. Une autre chose que l'on peut faire pour les entreprises qui n'ont pas de foncier, demain j'ai rendez-vous avec le conservatoire d'espaces naturels de la région centre, parce qu'on peut travailler avec eux pour sacraliser du foncier grâce à des capitaux d'entreprise. C'est-à-dire que 10, 20, 30 entreprises peuvent se réunir pour acheter un foncier et pour en faire une réserve naturelle. Et ça, on peut le faire. Il y a toujours un exemple, moi, qui me plaît bien. Il va falloir que je le concrétise à force de le dire, mais sur nos rivières, moi j'habite en région centre, en Sologne, on est bordé par la Loire et par le Cher. Sur ces rivières-là, vous avez des îles. Ces îles ne valent plus rien parce que d'un point de vue, ce sont des terres inondables par définition. Donc au mieux, vous avez trois vaches parce que le propriétaire loue un agriculteur. Mais ces îles, on peut vraiment en faire des choses, on peut les sacraliser. Et en l'occurrence, il y a une île de 20 hectares pas très loin de chez moi, où il y a un agri avec ses vaches. Et sur le pourtour de l'île, il y a ce qu'on appelle une ripisylve, une forêt, avec une colonie de castors et une autre qui passe par là. Donc voilà. Ça, c'est des entreprises qui peuvent sacraliser un terrain et ça va leur coûter quoi? Peut-être 5 000 € par an. Donc c'est des choses qui sont relativement faciles à dire, un peu plus compliquées à faire, mais c'est dans le possible. Sinon, après, on fait donc de l'éducation à l'environnement sur les fonciers d'entreprise. On propose un process en 3 volets, qu'on appelle un plan de prévention biodiversité, où on va faire un diagnostic du foncier, on va faire une proposition de renaturation. Il faut savoir que la biodiversité, on l'a dégradée parce qu'on ne savait pas. On est en capacité d'améliorer son retour. C'est-à-dire qu'on a l'habitude d'entendre, pour que la biodiversité revienne, il suffit de ne rien faire, certes, mais je vais être un petit peu technique. La biodiversité, c'est défini par des écosystèmes. Les écosystèmes, c'est quoi? C'est une surface. Ça peut être ce qu'on appelle un biotope. Là-dessus, on va y mettre des animaux, des végétaux, c'est ce qu'on appelle une biocénose. Et biotope, biocénose et les animaux végétaux entre eux vont avoir des interactions. Donc 3 paramètres pour définir un écosystème. Cet écosystème, vous l'avez sur la peau, vous l'avez dans votre bouche, vous l'avez dans votre ventre. On fait entièrement partie de la biodiversité. Ça, il ne faut pas l'oublier, on n'est qu'un maillon. L'intérêt, c'est qu'on peut travailler sur le biotope, c'est-à-dire que là, j'ai une table, il ne va pas se passer grand-chose si je ne fais rien. Si je ramène un peu de terre, si je ramène un peu de lumière, je modifie mon biotope, donc je peux déjà agir. Après, la biocénose, eh bien, je vais planter différentes choses et en fonction du sol que j'aurai ramené, ça va intéresser des insectes. Comme ça, sur une plaque de béton, on peut créer ce qu'on appelle, nous, un espace à hyménoptères. Il suffit simplement de ramener 30 à 40 cm de sol, d'y mettre les bonnes plantes pour que les abeilles viennent se loger. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que 70% des abeilles vivent dans le sol. Donc, c'est une chose qu'on propose. Derrière, on va former un comité de pilotage, former un référent au sein de l'entreprise, parce que sans référent, il ne se passe rien. On va devoir former les acteurs des entreprises d'espaces verts, parce que la problématique, moi j'étais encore avec un écologue au téléphone en venant ici, le numéro 1 ou le numéro 2 national des bureaux de génie écologique, à fin juin, ils ont rempli leur carnet de commandes pour l'année. Il n'y a pas suffisamment de professionnels dans les espaces verts, il n'y a pas suffisamment de scientifiques, il n'y a personne. Et là, il y a une demande qui augmente.
Il n'y a pas suffisamment de producteurs d'arbres. Il faut savoir que toute la filière a été déconstruite ces 30 dernières années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand Macron dit « je veux planter 1 milliard d'arbres », on n'est pas fichu de les produire. Là, j'ai une petite entreprise de 2 personnes qui viennent de signer avec nous. On va se dépêcher pour commander les arbres. Un arbre, il faut 2 ans pour le faire pousser. Enfin, nous, ce qu'on appelle du plan forestier, on plante un arbre qu'à 2 ans. Or, aujourd'hui, il faut quasiment le commander avant qu'il soit semé. Il n'y a pas suffisamment de production. On parle de plan local. En France, vous avez environ 170 espèces de ligneux. Les pépinières, ce qu'on appelle les pépinières forestières, n'en produisent qu'une quarantaine. Et dans cette quarantaine, 80% sont des résineux. Et dans ces 80% de résineux, 90% sont que du douglas. C'est-à-dire qu'ils ne produisent rien. Donc on a un gros problème, si vous voulez, pour renaturer, parce qu'on n'a pas les professionnels, on n'a pas les plantes, on n'a rien du tout. Donc il y a vraiment un mouvement solidaire à faire. Donc sur l'entreprise, un diagnostic, on propose donc de renaturer, on forme un comité de pilotage et après on propose de faire une formation à la biodiversité, mais on ne forme pas des écologues. Nous, ce qui nous intéresse, c'est sensibiliser nos contemporains pour réapprendre à observer, parce qu'on ne protège bien que ce que l'on connaît. Vous allez vouloir protéger un panda parce qu'on vous en parle dans un zoo, un ours blanc on vous en parle, mais le souci, c'est ce qu'on disait tout à l'heure à Bornéo, mais il se passe la même chose chez nous, c'est que si vous ne protégez pas la guêpe, si vous ne protégez pas le lapin, si vous ne protégez pas ceci, eh bien c'est fichu. Et on est vraiment un lien. Pour avoir des oiseaux, une mangeoire c'est bien, mais la plupart des oiseaux ont besoin d'insectes. Le fait qu'on n'ait plus d'oiseaux, c'est tout simplement qu'il n'y a plus d'insectes. Et ça, c'est le drame. Les hôtels à insectes aussi, ça fait partie des refuges aussi pour biodiversité. Ouais, mais les hôtels à insectes, c'est qu'un hôtel, il faut le restaurant. Et le restaurant, c'est quoi? C'est la végétation. Or, la végétation, elle est coupée. Il y a un gros problème sur la végétation qui nous entoure, hein, que ce soit sur Paris, que ce soit partout dans les espaces verts. On aime planter quelque chose qui est exotique. Pourquoi? Parce que quand c'est exotique, c'est plus beau que ce qui pousse chez soi. Mais ça, c'est vrai sur toute la planète. Hein. Et le problème de l'exotique, donc, au niveau esthétique, on trouve plus joli parce que le voisin ne l'a pas, mais sauf qu'aujourd'hui, tout le monde a l'exotique de son voisin. Et après, c'est indemne de maladie. Indemne de maladie, ça veut dire quoi? C'est qu'il n'y a pas un insecte qui va manger la plante. Donc, moralité, tout ce qu'on plante ne sert à rien en termes de biodiversité. Donc, non pas qu'il faille tout arracher et tout refaire, mais il faut planter différemment. Donc, gros problème. C'est-à-dire que les végétaux que l'on met, on pense compensation carbone, mais biodiversité, c'est nul. Après, ce n'est pas réfléchi par rapport aux besoins en eau, ce n'est pas réfléchi par rapport à la sécheresse de demain. Il y a un gros boulot. Vendredi, il y a 2 membres de Biodiversio qui sont des paysagistes, concepteurs professionnels. On va travailler pour faire des critères pour que les professionnels plantent la bonne chose. Parce que, bon, je ne vais pas être critique contre les paysagistes, mais ils travaillent comme ça. Et le pire, c'est que dans les écoles, ils sont toujours formés comme ça. Un paysagiste, il va vous faire un paysage, une belle image, une belle photo, un livrable. Mais ceci dit, on ne livre pas de la biodiversité. La biodiversité, c'est sur du long terme. Biodiversio, nous déjà, l'accompagnement, c'est sur 3 ans minimum. Parce que lorsque vous intervenez sur la biodiversité, il va y avoir un développement ou pas, il va y avoir des aléas ou pas, et tout ça, il faut suivre. Donc aujourd'hui, un paysagiste, on va lui dire de faire, ok, tu fais ton livrable, tu vas planter tes baliveaux, des arbres assez grands, mais à côté, tu vas planter quelque chose qu'on ne verra pas au livrable, qui par contre va pousser dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et qui va peut-être rendre ton paysage résilient par rapport aux problèmes de température et de sécheresse qu'on va avoir. Et ça, il faut renverser. Et en plus, on va leur dire, non mais ça, tu ne plantes pas ça. Ça ne sert à rien. C'est joli, mais ça ne sert à rien. Il faut planter autre chose. On a l'équivalent en France et qui est 100 fois mieux. Sur une plante, une simple plante qui pousse dans un milieu humide, mais même à Paris, vous pouvez avoir jusqu'à 150 espèces d'insectes sur une plante. Or, ces plantes-là, on les tond. Oui. Vous voyez un peu la chute qu'il y a derrière? Un problème aussi à cette époque-là. Moi, je vois partout et j'alerte sur les réseaux sociaux et je me sens hyper frustrée. Et je fais ma relou à chaque fois, je téléphone à la mairie, etc. J'envoie les photos. Mais pourquoi vous avez rasé les arbres? Pourquoi vous les avez... Il n'y avait pas besoin, là, ils n'étaient pas malades. Et donc, c'était des énormes arbres. Et ils les rasent au ras. Et en fait, vous voyez ça aussi dans vos jardins, etc. Les jardins lisses
où l'herbe, c'est de la pelouse, elle est tondue à ras, il n'y a plus de biodiversité. Et donc, du coup, les oiseaux, ils n'ont plus aucun moyen de revenir puisqu'il n'y a plus d'oiseaux. Oui, mais là, c'est un problème de formation. Les paysagistes, ils font que ça. Moi, je les vois dans tout. Mais parce que déjà, pour un élu, et je les fréquente de manière générale, pour un élu, un arbre, c'est du mobilier. Ce n'est pas un être vivant. Donc du mobilier, ça se coupe, ça se replante, ça se déplace. Pour un paysagiste, que l'arbre crève, c'est pas grave. Parce que c'est beaucoup plus coûteux de mettre un système d'arrosage que de le remplacer. Donc on est sur du court terme. Et ça, c'est une problématique. Après, aujourd'hui, la nature est vécue comme quelque chose de sale. Il faut faire propre. Quand vous avez un jardin, vous faites propre, donc vous tondez. Et ça, c'est une catastrophe. La biodiversité en France, c'est 6000 espèces végétales. Les abeilles, c'est un peu moins d'1 millier d'abeilles. Or, il faut savoir que ces abeilles sont toutes liées à une plante. Donc, vous n'allez pas avoir 1000 espèces d'abeilles d'un coup dans votre jardin. Suivant la région de France, vous allez en avoir 200 ou 300. Et tous les mois, vous allez avoir des espèces différentes qui vont apparaître avec la floraison de la fleur sur laquelle elles sont. Or, aujourd'hui, quand ces abeilles disparaissent, la plante disparaît avec. Et là, c'est un cycle extrêmement simple. Or, Biodiversio est né pourquoi? Est né pendant le Covid. Moi, j'avais une activité professionnelle qui avait chuté de 80%. Ça faisait, je suis dans le milieu associatif depuis très longtemps et j'en avais ras-le-bol. Ça fait 40 ans qu'on écrit la même chose. Ne sortez pas vos tondeuses au mois de mars pour ceux qui ont la chance d'avoir un terrain. Et rebelote, de toute façon pendant le Covid, ceux qui avaient la chance d'avoir un jardin, ils allaient dehors et à la première pâquerette, tondeuse. Et ça, c'est une problématique. Donc il faut lutter contre ça. Mais on y arrive. Et donc, l'éducation à l'environnement, nous, on la propose sur le site de l'entreprise. Donc, le programme de formation, il est en 4 volets. Le premier, c'est la fresque de la biodiversité. Ça permet d'avoir un socle commun. Le deuxième, on apprend aux gens que la biodiversité commence au pas de leur porte ou au pas de l'entreprise. Donc, on leur dit ce que c'est. Le troisième, on leur dit comment agir, comment devenir acteur de la biodiversité aussi bien sur l'entreprise que chez eux. Le quatrième, donc on monte en puissance, on met en place des protocoles de sciences participatives adaptés aux fonciers et adaptés aux usagers, afin que les gens, quand ils vont fumer une cigarette, ils vont prendre leur smartphone, ils vont avoir un QR code, on va leur dire, là vous avez 10 plantes devant vous, vous avez une application, on sait que les plantes sont là, elles sont sur l'application. L'entreprise n'aura pas passé la tondeuse, donc elles auront pris un peu de développement et les gens vont commencer à observer. Parce que, je me répète, on ne protège bien que ce que l'on connaît et pour connaître, il faut observer. Et après, donc, on a des indicateurs. On parlait de Birds. On a une convention avec Birds. L'indicateur n'est pas très bon sur les oiseaux. Moi, je suis extrêmement déçu. J'ai la chance d'avoir... On a également un jardin expérimental. Et dans ce jardin expérimental, actuellement, le matin, il y a peut-être une trentaine d'oiseaux, trentaine d'espèces différentes qui chantent. Birds, n'en capte que 3. Bon, mais par contre, je sais qu'il y a 3 espèces de chauves-souris actuellement. Il y a une sérotine, et ça, je ne le savais pas. Bon, donc, il est un peu plus performant sur les chiroptères. Et moi, je l'attends surtout sur les sauterelles parce que là, c'est hyper intéressant. Merci. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup de quoi tu as besoin toi au niveau de Biodiversio? Est-ce que c'est des entreprises? Est-ce que c'est d'experts? Est-ce que c'est de partenaires? Le Biodiversio, ça intéresse toutes les entreprises et tous les salariés. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde. On a besoin de communiquer. Ce que l'on veut, c'est être transversal, parce que la problématique, ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux économistes, aux élus qui ne voient pas, c'est qu'on a segmenté tous les marchés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, normalement, l'agriculture devrait être avec le ministère de la Santé, parce qu'il n'y a rien de plus basique comme médicament que ce que l'on mange. Or, c'est totalement dissocié. Donc, quand on vous dit que, là, vous avez dû voir dans les informations, il y a une ferme aux USA qui a explosé, il y avait 1 millier de vaches, il y avait 1 millier de vaches qui sont passées en roast beef tout de suite. Or, ça, c'est de la viande à bas coût qui arrive en Europe dans nos supermarchés. Et on nous dit, oui, mais c'est pour sauver la planète, c'est pour que tout le monde ait à manger. On mange 2 fois trop de protéines. 2 fois trop. Parce qu'en plus, ce n'est pas de la viande qui va aller dans les pays en voie de développement, c'est de la viande qui va aller dans nos marchés à nous.
Et derrière, ça veut dire quoi? 80% 80% des médicaments ne servent à rien et 80% des maladies sont issues d'une malbouffe. Donc si on améliore d'un autre côté la nutrition, on va améliorer notre santé. Et donc, même s'il faut payer un peu plus cher pour que l'agriculteur mette ses vaches dehors, au global, la communauté y gagne. C'est moins cher, on est en meilleure santé, on a un meilleur niveau de vie. On a des insectes, on a des oiseaux, on est vraiment gagnant-gagnant. On appelle l'agroécologie. Voilà. Donc il y a plein de cercles vertueux. Et l'intérêt de Billy Casa, pour moi, en dehors du fait qu'on partage les mêmes valeurs, c'est que ce message doit être diffusé au plus grand nombre. Hein? C'est-à-dire qu'on est parti sur l'industrie pour que ce message soit diffusé au niveau de nos contemporains, au niveau des salariés, parce que sur une pelouse qui est existante, on peut en faire un outil de communication et un outil de communication visuel. Et je pense que ce sera plus parlant que tous les textes que l'on fait. Parce que ça fait 40 ans qu'on dit qu'il faut arrêter de tourner la pelouse. Mais bon, les gens lisent de moins en moins. Alors que là, si on a un visuel, moi je pense que ça agira. Et de toute manière, il y a une demande. Il y a des réglementations européennes qui arrivent, c'est vrai. Ceci dit, il y a du lobbying actuellement pour que les réglementations qui ont été présentées soient amoindries. Donc on ne sait pas ce que ça va donner, mais elles sont là. Mais on a une vague de fonds avec réellement une demande sociale et environnementale forte avec les nouvelles générations. Merci Emmanuel. Ouais. Merci, super. Je m'appelle Florent Coureau et je dirige aujourd'hui Tech for Life, qui est une boîte qui s'est largement spécialisée dans les comptabilités multicapitaux. C'est un sujet qui n'intéresse pas tout le monde, la comptabilité, donc je suis un peu désolé. Alors j'ai essayé de commencer par un saut dans l'histoire et de revenir un peu 3 siècles en arrière. Si on se met même 4 au XVIIe, on va parler de John Locke. Alors, il est un compatriote dans la salle, mais je ne donnerai pas de nom. John Locke, c'est un Anglais qui s'est posé la question de quand est-ce que quelque chose m'appartient? Comment est-ce qu'on régit la propriété privée? Et il a imaginé des gens qui allaient se promener dans la forêt et qui ramenaient des pommes. Et il s'est dit, quand est-ce qu'elles sont à moi, ces pommes? Et il a dit, mon corps, il m'appartient, ça, il n'y a personne d'autre et tout. Et avant les féministes, il disait déjà ça. Ensuite, il a dit, quand j'ai avalé la pomme, elle m'appartient, elle est déjà dans mon corps. Ensuite, quand je l'ai dans ma main, je l'ai contre moi, oui. Et donc, il en a conclu que l'effort d'aller dans la forêt, ramasser les pommes, les ramener chez moi, ça me donnait la propriété. La propriété, c'est la valeur de transformation. La pomme, elle n'a pas de valeur au début, mais quand j'ai été m'emmerder à la ramasser dans la forêt et la ramener chez moi, elle a de la valeur. Et ça, c'est un présupposé que la nature est infinie. Il suffit, tu veux des pommes, il faut aller juste les chercher, s'emmerder à les ramasser, et puis à ce moment-là, elles sont à nous. Et c'est là-dessus que s'est beaucoup construite l'économie, sur une base de ressources infinies. Et malheureusement, ça ne marche plus. Ça ne marche plus parce ça va rejoindre beaucoup ce que tu as dit Magali, la surpopulation, les limites planétaires dont on prend conscience et tout. Voilà. Alors maintenant, je reviens encore un peu en avant, après on ira au présent, hein, mais je vais aller au XVe siècle chez des marchands italiens et ils ont inventé un truc vachement important, ils en parlent beaucoup chez Kerr aussi, ils ont inventé un truc très important, c'est la partie double. C'était en fait des grandes familles italiennes, mettons les Médicis ou je sais pas qui, des grandes familles riches florentines ou vénitiennes, et ils ont inventé le billet à ordre où ils allaient demander à un caravanier d'aller chercher des clous de girofle ou je sais pas quoi, des Marco Polo qui partaient en caravane, même encore avant. Donc ils allaient mandater. Et ils leur créaient un billet à ordre, c'est-à-dire un bout de papier qui valait un mandat. Et ça créait la comptabilité en partie double. La partie double, c'est qu'il y a toujours 2 parties en fait. C'est que ce n'est pas juste une somme de coûts, c'est qu'un compte fournisseur, il m'a facturé 1000 le mois dernier, 1500 le mois d'avant, j'ai payé 2000, donc il reste 500. Ça, c'est la partie double. Et cette partie double, elle a merveilleusement bien mis en lumière le lien entre l'actionnaire et l'entrepreneur. Alors pour Magali, j'ai l'impression que c'est les deux, mais c'est un outil merveilleux pour dire la redevabilité de l'entrepreneur face à son actionnaire, et c'est ça qu'a développé tout le capitalisme, avec une machine extraordinaire aujourd'hui qui va en fair value, hein, les dernières normes, c'est que la valeur de l'entreprise et ce que l'actionnaire en retirerait s'il vendait tout du jour au lendemain. Les normes IFRS, c'est ça. Hein. Voilà. Donc, tout ça a culminé, on va dire, dans les années 80 avec de l'ultralibéralisme. Milton Friedman, pour ceux qui connaissent un peu l'économie, qui dit la valeur d'une entreprise, c'est qu'un truc,
c'est son actionnaire. L'entreprise n'est redevable qu'à un acteur, c'est l'actionnaire. Il y a des gens qui disaient, bah non, s'il fait des produits nuls pour ses clients, ça ne va pas aller. Et là, il dit, bah, s'il fait des produits nuls pour ses clients, ses ventes vont s'effondrer, son compte de résultat et l'actionnaire. Donc, tout va à l'actionnaire. Tous les chemins mènent à l'actionnaire. Ça, c'est les années 80, c'est les marchés boursiers et c'est malheureusement une impasse, en fait. C'est une impasse parce que ça ne tient pas du tout compte des liens écosystémiques dont a parlé Magali tout à l'heure, et du fait qu'on n'est pas à côté de la nature, on n'est pas dans une économie hors sol, on est une économie qui dépend de la nature, tu as utilisé le mot de dépendance. Donc, il y a déjà eu des signaux écologiques des scientifiques, on l'a dit dans les années 70, que les gens, personne ne les a entendus. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens, et nous en faisons partie, qui disent qu'il faudrait que la redevabilité de l'entrepreneur face à son actionnaire, elle soit également mise en place vis-à-vis de la société et vis-à-vis de l'environnement. Donc une société qui cramerait 10 millions d'euros de ressources naturelles en, je sais pas, en faisant des parkings ou des trucs comme ça sur des terres arables et qui mettrait 2000 euros dans une forêt au Gabon, c'est juste pas normal. C'est une société qu'on pourrait qualifier de faillite, en fait. Quand un actionnaire vous passe 1 million, vous perdez 200 000 par an, au bout de 3 ans, il va vous dire on arrête les dégâts, on s'arrête là. Et c'est même la loi en France qui dit qu'il faut arrêter une boîte quand on... Voilà. Donc, le fait est qu'on voudrait dire à l'entrepreneur que pas de chance, il n'a pas que l'actionnaire, il a aussi la nature et aussi la société. C'est là le triple capital. Et donc, il y a des chercheurs qui, depuis longtemps, tu as cité Jacques Richard que je connais bien, et puis Alexandre Rambaud derrière, qui ont mis en œuvre des méthodes. Alors, il y en a plein, je peux vous donner 2-3 exemples. Il y a la méthode CARE dont tu as parlé qui vise la restauration du bon état écosystémique. C'est-à-dire que si je fais un décathlon et je mets des parkings sur 2 champs de betteraves, il faut que je prévoie déjà, que je provisionne le fait que je vais remettre en état 2 hectares. Hein. Ce qu'on voit dans plein de choses aujourd'hui. Les mines, quand on fait une mine aujourd'hui, on éventre une montagne, eh bien, il faut prévoir le fait de tout remettre en état. Maintenant, ça, c'est dans les coûts d'une mine, c'est obligatoire maintenant. Le zéro artificialisation nette, c'est au niveau d'une commune qu'on dit, si tu mets 2 champs de betteraves en parking, il faut prévoir d'en rendre 2. Voilà. Donc, il y a déjà des choses, mais ce qu'on voudrait, c'est que toutes les entreprises se posent la question, ce que la nature va donner, en quoi je l'aggrade ou je le dégrade. Je compte tout ça. Alors, pourquoi c'est pas plus connu, là ? Alors, parce que c'est très inertiel, très lent. C'est vraiment très lent. Et il y a des normes comptables. Et puis, il y a des enjeux. Il y a des fonds. Voilà. Il y a ce qu'on appelle l'ISSB. C'est les gens qui sont en train de définir les normes comptables de sustainability et qui sont en ce qu'on appelle une simple matérialité. C'est-à-dire que pour eux, il y a le monde financier. Et puis, ce qui se passe en dehors, c'est tout. Laissez-nous faire notre business. Et ça, c'est une vision qui est assez coupable et qui est très puissante. Très très puissant. Par exemple, au Texas, dont tu parlais tout à l'heure, des fonds qui sont un peu ESG, quand ils arrivent, on les met dehors. Hein. Et là, BlackRock, un des plus grands fonds, il avait dit prendre des critères ESG. Le Texas a banni des fonds qui prenaient des critères ESG. BlackRock a fait demi-tour. Parce qu'il y a des fonds de pension au Texas, monstrueux. Voilà. Donc, il y a CARE dont j'ai parlé qui vise à restaurer des bons états écosystémiques. Il y a la méthode LIFT qui s'inscrit dans le donut. Je ne sais pas si vous connaissez le donut de Kate Raworth. Là, c'est les limites planétaires. Et puis, à l'intérieur, il y a des planchers sociaux qui sont un peu proches des ODD. Et en fait, l'entreprise, elle a une marge de manœuvre dans le donut, en dessous des limites planétaires et au-dessus des planchers sociaux, qui est sa marge de manœuvre. Et si elle n'est pas dans les clous, elle va se créer de la dette. Voilà. Et donc, pour dire ça très simplement en comptabilité, au début de l'année, vous êtes patron des achats d'une boîte, je vous donne un budget carbone qui a été calculé à partir des limites planétaires. Vous le mangez. Si vous avez tout mangé au mois de juin, comme on a bouffé notre planète au mois de juin, nous, eh ben, vous générez de la dette. Et cette dette, vous allez la porter longtemps, en fait. Il faudra la résorber après. Donc voilà, ça c'est LIFT. Il y en a une autre, c'est le cabinet de Saint-Front qui a fait une méthode qui s'appelle Compta universel qui vise à éclairer des externalités. Tu disais qu'on était aveugle d'un certain nombre de coûts, eh bien là, c'est un peu comme avec une lampe de poche, on va essayer de les éclairer. Donc par exemple, le bénévolat. C'est un truc qui n'est pas dans le PIB aujourd'hui, nulle part. Eh ben, il y a des boîtes qui vont vouloir mettre ça en comptabilité en disant, moi, je donne une journée par an à 50% de mes salariés. Je voudrais que ça soit valorisé. Voilà.